La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 5 février 2005, 5 février 2020. 15 ans déjà qu'est décédé le père de la nation, Nyazingbe Eyadema. En ce jour anniversaire, c'est tout un peuple qui rend hommage à l'illustre disparu. Et puis demain, 6 février 2020, à 0h, s'ouvre officiellement la campagne pour le compte de la présidentielle du 22 février prochain. 2 semaines pour les 7 candidats en lice de convaincre l'électorat. Les règles à suivre sont rappelées ce soir par le président de la CENI que vous écouterez dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Il y a 15 ans, aujourd'hui, disparaissait le père de la nation. Pour marquer cette date, des offices religieux ont été dits du côté de Kara. Mais d'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe, sur les lieux des offices religieux. C'était au palais des congrès de Kara. Le peuple togolais se souvient donc de la date du 5 février 2005. Le jour-là, le père de la nation s'en est allé. Depuis 15 ans, des offices religieux sont célébrés ce jour anniversaire pour le repos de l'âme de feu Nyazingbe Eyadema. Tradition respectée donc ce matin au palais des congrès de Kara et en présence du chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Hommage du peuple togolais au père de la nation. 5 février 2005, 5 février 2020. 15 ans déjà que feu président Nyazingbe Eyadema a été arraché à l'affection des Togolais. 15 ans après, le peuple se souvient encore de ce grand homme comme si c'était hier. Ces offices religieux sont organisés en sa mémoire. Deux temps forts ont marqué ces offices religieux. Le premier, c'est la messe œcuménique, célébrée par les églises catholiques et évangéliques. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée. Ces mots, tirés de l'Écriture sainte, exhortent les chrétiens à se souvenir de nos dirigeants. Selon le prédicateur, si les Togolais célèbrent Nyazingbe Eyadema aujourd'hui, c'est parce qu'il a consacré sa vie au service de son peuple. Ce besoin de mémoire est un signe évident que la nature humaine récuse l'idée d'une dissolution totale de son être. Comme l'Église nous l'enseigne, je cite, « C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de son corps, mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Ce rejet de la mort est le signe que l'homme porte en lui
un germe d'éternité, irréductible à la seule matière. C'est pourquoi toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer l'anxiété de l'homme, car le prolongement de la vie que la biologie procure ne peut satisfaire ce désir d'une vie ultérieure invinciblement ancré dans son cœur. La foi est donc en mesure de répondre à l'interrogation angoissée de l'homme sur son propre avenir. Elle nous enseigne que non seulement l'homme survit à la mort corporelle, mais plus encore, cette vie de l'au-delà n'est pas une simple continuation de la vie terrestre. Il s'agit d'une résurrection, d'une transformation, d'une vie éternelle. Dès lors, la mort prend tout son sens. Elle n'est plus une disparition, comme nous sommes souvent habitués à le répéter dans nos oraisons funèbres, mais elle est une transformation, un passage. Si nous commémorons l'ancien président aujourd'hui, c'est parce qu'il a employé sa vie et son génie à servir une nation dans les circonstances de temps et de lieu qui étaient les siennes, avec les moyens dont il disposait, avec ses convictions et ses qualités, mais aussi avec ses limites, comme nous en avons tous. Aussi, comme les frères Maccabées, nous prions que le Seigneur lui pardonne ses fautes et ses erreurs et qu'il l'accueille dans son royaume éternel. Gnassingbé Eyadema était un homme de cœur, un homme de dialogue qui a toujours recherché la paix pour son pays. Le deuxième temps fort de ses offices, c'est la prière musulmane. Tout comme les chrétiens, les musulmans ont prié pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Nous voici réunis pour la 15e année consécutive pour prier et célébrer le souvenir du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. En effet, il y a de cela 15 ans qu'il a plu au Créateur de rappeler à lui, le 5 février 2005, le Père de la nation togolaise, au moment où le peuple togolais s'attendait le moins, mais Dieu Créateur a fait sa volonté. Aucun produit, ni bonne œuvre, même pas les prières ne peuvent prolonger d'une seconde la vie de l'homme sur terre lorsque l'heure sonne. Pourquoi donc ne pas s'aimer et vivre ensemble? Peuple togolais, unissons-nous donc davantage, consolidons la paix afin d'aspirer au bonheur d'ici-bas et de l'au-delà. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la vie du Père de la Nation demeure pour nous Togolais un patrimoine de valeurs et une source intarissable de sagesse fondée sur la justice sociale, l'amour pour la patrie et l'intérêt général. L'homme pour qui nous prions ce jour a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont vers les peuples frères, voisins ou lointains, où la paix est encore menacée. Nos prières vont également à l'endroit des illustres disparus de la grande famille Gnassingbé et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie pour le sacrifice suprême. Dieu Seigneur Allah, nous te confions le chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé. Accorde-lui une longue vie et une bonne santé. Place-le dans ton refuge, la nuit et le jour, partout dans le monde où il sera. Bénis ses pensées pieuses au profit de son peuple. Nous implorons la protection divine sur le Premier ministre et tout le gouvernement. Nous prions pour Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et les honorables députés, qu'Allah les éclaire dans leur recherche du mieux-être des Togolaises et Togolais. Nous sollicitons l'assistance d'Allah
sur toutes les institutions de la République et sur tout le peuple togolais. Dieu Seigneur Allah, nous te prions pour la réussite de l'élection présidentielle du 22 février 2020 dans toutes ses phases. C'est dans une communion parfaite que l'assistance a imploré la bénédiction divine sur le Togo en ce jour anniversaire du rappel à Dieu du président Yadema, qui reste une référence pour la nation togolaise. Ce que nous avons fait pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, Devoir de mémoire, l'assistance a dû revivre la vie de l'illustre disparu, Gnazingbe Yadema, à travers un de ses parfaits imitateurs. C'est sur cette note que les offices religieux du 15e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation ont pris fin. Et hier déjà, le chef de l'État a pris part à une veillée de prière et de chant. Et c'était au temple œcuménique de Pia. Retour sur cette veillée avec Désiré Aloy. 20h37, le chef de l'État, Fort Esozimna Gnazingbe, fait son entrée dans le hall à Pia, aménagé pour la veille de prière, en mémoire du Père de la Nation, Feu Général Gnazingbe Yadema, qui, par la volonté du destin, a dirigé le Togo de 1967 à 2005. Période durant laquelle il s'est consacré à la consolidation de la paix, le développement et l'unité nationale. Il y a 15 ans, l'illustre homme d'État est rappelé à Dieu. Ses services et sacrifices rendus à la nation demeurent. Le peuple togolais dans sa diversité se souvient toujours et lui rend hommage. En prélude à l'anniversaire de son rappel à Dieu, une veillée. Le peuple togolais au premier rang, le chef de l'État aux côtés de la famille pour prier, louer Dieu en lui demandant d'accorder le repos éternel dans la paix au général Gnazingbe Yadema. S'inspirant des textes bibliques, Luc 2, versets 8 à 14, Luc 6, versets 25 à 38 et Matthieu 5, verset 9, le pasteur, dans son prêche, a appelé tous au pardon, à la miséricorde et convié tout un chacun à une mission, celle de la culture de la paix. Dans une prière d'intercession, le pasteur Sylvain Bidanyali a demandé à Dieu Tout-Puissant de garder toujours sa main tendre sur le chef de l'État, Fort Esozimna Gnazingbe, l'éclairer davantage pour le bonheur de tous les Togolais. Il a aussi prié pour le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et surtout le peuple togolais. Ô Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de l'espace, devant qui les générations se lèvent et passent, nous te bénissons et te louons pour ton serviteur, Papa Yadema, le Père de la nation togolaise. En ce 15e anniversaire de son rappel à Dieu, nous nous souvenons toujours de lui et lui rendons hommage. Nous restons convaincus qu'il se repose désormais de ses travaux dans le royaume de Dieu. Pour le bonheur du peuple togolais et dans ta souveraineté, Seigneur Dieu, tu as voulu choisir et placer à sa tête ton serviteur, son Excellence, M. Fort Esozimna Gnazingbe, comme président de la République. Nous te le confions encore au seuil de cette nouvelle année 2020. Daigne lui accorder surtout une bonne santé et qu'il soit sous ta haute protection. Et toute personne ayant une parcelle de responsabilité dans ce pays, Seigneur, assiste-les dans leurs différentes fonctions, dans l'art de gouverner et dans la prise de décision, afin que tout puisse concourir au développement de ce beau pays. La prière de bénédiction a été dite par le pasteur Benetou Léassi. Différentes chorales ont chanté, loué, élevant leur voix vers le Créateur. Union de cœur pour le repos éternel de l'âme du général Feu Yadema dans la paix.
L'autre actualité, c'est le démarrage dans quelques heures de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2020. À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a adressé un message aussi bien aux candidats qu'à l'ensemble de la population. Nous l'écoutons au micro de Dodo Waré. Citoyennes, citoyens, la démocratie, qui est une valeur universellement partagée, ne peut se raffermir sans son corollaire légitime, les élections. Ces dernières constituent à juste titre le procédé légal à l'accès aux fonctions ou aux hautes charges de l'État. Le processus électoral que nous avons ensemble engagé depuis quelques semaines va connaître une phase intense de mobilisation des citoyennes et des citoyens. Messieurs les candidats à l'élection présidentielle, le vendredi 17 janvier 2020, la Cour constitutionnelle a validé vos candidatures à l'élection présidentielle de 2020 dans notre pays. Je voudrais, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vous adresser mes vives félicitations pour cette importante étape qui s'inscrit conformément aux dispositions de la Constitution et du Code électoral et que vous venez ainsi de franchir avec succès. Messieurs les candidats, au terme des dispositions du Code électoral et celles du décret numéro 2019-193/PR du 5 décembre 2019, portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020, la campagne électorale du scrutin du 22 février 2020 s'ouvre demain jeudi 6 février 2020 à 0h. Pour ce faire, dans quelques heures, vous entrerez en campagne électorale sur l'ensemble du territoire national, y compris à l'étranger. C'est pourquoi je me permets d'en appeler dès à présent à votre sens de responsabilité pour inscrire toutes vos activités de campagne dans le respect strict des dispositions du Code électoral. Aussi me bornerai-je ici à vous rappeler particulièrement les dispositions des articles 68, 70, 71 et 72 du Code électoral qui sont les suivants. Article 68. La campagne électorale est déclarée ouverte 15 jours francs avant la date du scrutin. Elle s'achève 24 heures avant le jour du scrutin. Nul ne peut, par quelque moyen, sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire. Article 70. Les réunions électorales qui se font pendant la campagne électorale se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. À l'étranger, ces réunions se tiennent conformément aux lois des pays de résidence. Article 71. Les réunions électorales ne peuvent être tenues sur la voie publique. Elles sont interdites entre 22h et 6h du matin. La déclaration doit en être faite au préfet ou au maire au moins 24 heures à l'avance en leur cabinet par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs. À l'étranger, les réunions de campagne électorale se déroulent dans le respect des lois en la matière dans les pays de résidence. L'ambassadeur ou le chargé d'affaires du Togo dans le pays de résidence est tenu informé de toute réunion de campagne électorale. Article 72. Pendant la durée de la campagne électorale sont interdites les pratiques publicitaires à caractère commercial par voie de presse, de radiodiffusion et de télévision, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote. L'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale de droit public
d'une institution ou d'un organisme public aux mêmes fins. Messieurs les candidats, en toute hypothèse, il importe de dire que si aspirer à la magistrature suprême est une ambition légitime, il est dans l'intérêt de tous de ne pas laisser prospérer la moindre tension qui détournerait de ces nobles objectifs le combat d'idées qu'est la campagne électorale. Dans ce sens, et pour paraphraser le philosophe français Brice Parrain, gardons constamment à l'esprit que les mots sont des armes pour que les diverses prises de parole au cours de la campagne électorale soient empreintes de hauteur d'esprit, de retenue et de sens de responsabilité, ceci dans le but de permettre aux potentiels électeurs de faire le jour du scrutin en toute connaissance de cause et démocratiquement le choix le plus pertinent parmi les projets de société en compétition. Ainsi, sur ces mots, messieurs les candidats, je vous souhaite à tous bonne chance, en nourrissant cependant avec l'ensemble du peuple togolais l'espoir que vous nous donnerez la chance de vivre 15 jours de campagne électorale vibrante, riche de propositions à la mesure de la haute fonction en jeu et également, plus que tout, vivre une campagne électorale apaisée. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Et toujours dans le cadre de cette élection présidentielle, après sa tournée à travers le pays, le bureau national du Parti démocratique panafricain PDP était face à la presse ce jour au centre des échanges avec les hommes de médias. Les perspectives du parti après l'invalidation de la candidature du candidat du parti au scrutin du 22 février prochain et les consignes de vote. Voyons tout cela avec Isaka Aruna et Sandra Aziagbe. Ici, face aux hommes des médias, le président national du Parti démocratique panafricain PDP aborde la question liée au rejet de sa candidature à la présidentielle de 2020. Il dit s'en remettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Quant au vote du 22 février prochain, le président du PDP n'a pas de consigne à donner à ses militants. Nos militants sont libres de voter pour qui ils veulent. Nous avons 7 candidats qui sont qualifiés, tous sont compétents. Tous ont le profil, il y en a qui ont plus de profil que d'autres, mais ce qui est important pour nous, c'est le programme de société. Donc nous demandons aux candidats de nous séduire pendant les 2 semaines. Nous n'avons pas été abordés par un candidat et nous n'allons pas faire campagne pour un candidat parce que nous allons continuer notre travail de maillage du territoire. Ce qui est important pour nous, c'est continuer le travail de maillage du territoire pour avoir un résultat à moyen et long terme. La conférence de presse marque la fin de la tournée nationale du PDP dans 37 préfectures. Et pour l'avenir, le PDP souhaite tourner rapidement la page de la présidentielle du 22 février 2020 pour mieux faire face aux échéances à venir. Et dans un communiqué, la CNDH porte à la connaissance du public que dans le cadre de l'élection présidentielle du 22 février 2020, des équipes d'observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sont déployées dans les 5 régions du pays, ainsi que dans les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Ces équipes sont donc déployées dans la région des Savanes, la région de la Kara, la région centrale, dans la région des plateaux, dans plateau Est et plateau Ouest, dans la région maritime, dans la préfecture du Golfe, dans la préfecture d'Aguenivé, et la permanence donc de mise du côté du siège de la CNDH à Lomé. Et vous découvrirez dans le quotidien Togo Presse les numéros de téléphone sur lesquels vous pourrez donc joindre ces différentes équipes de la CNDH déployées dans les 5 régions du pays. Tous ensemble pour une élection apaisée dans le respect des droits de l'homme. Journée du civisme et de la citoyenneté à l'université de Kara, une journée adoptée par les autorités de cette institution à travers le programme Campus Citoyen pour amener la communauté universitaire à la culture des comportements responsables. Voyons cela avec Nestor Mozo depuis Kara.
Montée des couleurs, suivie de l'exécution de l'hymne national. Cela se passe sous le mât du campus sud de l'Université de Kara. Cette institution a consacré la journée du 31 janvier de cette année aux activités liées au civisme et à la citoyenneté. Cette journée s'intègre au programme Campus Citoyen. Ce programme, lancé le 8 février 2017, est à sa 4e édition. Il a été conçu conformément au plan stratégique national 2014-2024 de cette université pour interagir avec les communautés et aussi pour apporter des compléments de formation aux étudiants dans le souci d'améliorer leur savoir-être et leur savoir-vivre. Nous avons compris que venir à l'université ne consiste pas seulement à acquérir des formations, seulement des cours et valider sa licence. Et nous avons compris qu'il y a, à part les cours et la formation, une opportunité d'acquérir des compétences extrascolaires et de développer certaines compétences. Et donc c'est pourquoi nous avons donc adhéré à ce programme, au programme Campus Citoyen, où aujourd'hui nous mobilisons les jeunes, nous mobilisons nos amis à rendre notre environnement propre et à contribuer à l'édifice donc de notre université. Nous invitons donc nos amis à vraiment adhérer à ce programme-là et postuler pour des opportunités, des projets, pour enfin aussi bénéficier et développer des compétences qui pourront nous permettre de nous insérer professionnellement dans le futur. Après 3 ans de mise en œuvre du programme Campus Citoyen, son concepteur trouve qu'il a un bilan encourageant. Du côté des étudiants, beaucoup de formations, beaucoup de conférences, débats ont été organisés, tout comme des activités socio-éducatives ou des activités d'utilité publique. Du côté des communautés, il y a eu des formations en matière d'entrepreneuriat, en matière de développement personnel, en matière de management de microcrédit et qui ont débouché sur 2 initiatives très intéressantes, c'est-à-dire le financement à somme très modérée de micro-projets, notamment dans la transformation agricole, dans la production agroalimentaire et dans les services. Et la deuxième activité, c'est l'épargne crédit communautaire. Et là, nous sommes en parfaite cohérence avec l'axe 3 du plan national de développement sur l'inclusion sociale et financière. Ce lancement de la 4e édition du programme Campus Citoyen a été l'occasion pour les autorités de l'Université de Kara d'entretenir la communauté universitaire sur 2 points. Le premier porte sur l'obligation de la mise en place de l'environnement numérique de travail pour s'adapter aux exigences du temps. Le deuxième point est relatif aux possibilités de trouver des financements additionnels pour compléter ce que l'État met à la disposition des universités publiques. Et les leaders religieux ont donc la lourde responsabilité de sensibiliser leurs fidèles à la culture de la paix, du vivre ensemble et de la non-violence. Et ces leaders réunis au sein de la conférence des églises de toute l'Afrique, en abrégé CETA, ont organisé une journée de réflexion et de prière pour une élection apaisée au Togo. Le compte rendu avec Kwasi Glé, Robert Potogwe et Sandra Aziagbe. Dans le souci de maintenir la paix, la CETA, la conférence des églises de toute l'Afrique, observe une journée de réflexion et de prière. La démarche, selon la CETA, vise à faire de ces églises des canaux vecteurs de paix en ces périodes électorales. Elle met un accent particulier sur le rôle que doivent jouer les leaders religieux pour un processus apaisé. Nous avons ici une équipe de leaders religieux. Et pendant cette période, la campagne électorale, jusqu'à arriver à la période des scrutins, ils sont appelés, n'est-ce pas, dans leur liturgie, à parler de la paix. Rien que la paix. Donc il faudrait qu'il y ait respect de la personne, de la dignité humaine pendant cette période. Et c'est pourquoi nous prenons pour la non-violence. Toujours dans le même sens, la conférence a prié pour la paix dans le monde et surtout l'unité du peuple togolais. Et la branche togolaise de lancer un appel à ses membres. La conférence des églises de toute l'Afrique a tenu à accompagner ses églises membres au Togo pour avoir un message de paix pour les églises et aussi pour toute la population à la veille des élections, pour que nous puissions avoir un comportement responsable avant,
pendant et après les élections. C'est toujours la sensibilisation au niveau des églises pour que tout le monde aille voter. C'est un droit citoyen et en tant que participants de la vie publique, nous devons tous participer en tant que citoyens et nous mobiliser pour que ça se fasse dans la quiétude. La CETA est créée en avril 1963. Elle existe dans 42 pays avec 200 églises. Au Togo, elle est constituée de 4 églises, les églises évangéliques presbytériennes et luthériennes, les églises méthodistes et intercesseuses. Avec une seule. Une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les régions des Savanes et Kara. Cette campagne va concerner les enfants de 0 à moins de 5 ans. Elle se fait à la suite de nouveaux cas de maladies enregistrés au Togo et dans certains pays voisins. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Pendi, dans le canton de Penzende, dans la Kosa. Le compte rendu avec Nestor Bozo. Le Togo pensait avoir éradiqué la poliomyélite, mais au cours du deuxième semestre de l'année dernière, de nouveaux cas ont été décelés dans certaines localités, ce qui a amené le gouvernement et ses partenaires à prendre des mesures pour la riposte. Une nouvelle campagne de vaccination a été envisagée. Le ton a été donné ici à Pindi, dans la Kosa. Les bénéficiaires de la campagne sont les enfants de 0 à 59 mois. La poliomyélite, c'est une maladie paralysante qui donne une infirmité à vie de ceux qui sont touchés. Le Togo avait fait un effort par le passé et nous avons traversé 2 décennies entières sans avoir de cas de poliomyélite dans le pays. Mais il y a une nouvelle souche du microbe qui frappe la population actuellement, qui nécessite donc une vaccination de 100% des enfants de 0 à 59 mois. Donc, tous les moyens sont mobilisés pour faire cette vaccination-là. Nous voulons remercier les leaders d'opinion, les leaders religieux, toutes les autorités locales dans la région de la Kara, mais aussi dans la région des Savanes, pour leur contribution à cette campagne. Alliance mondiale Gavi, le Centre mondial de contrôle des maladies, l'UNICEF et l'OMS, ce sont entre autres les partenaires techniques et financiers qui appuient la tenue de cette campagne de lutte contre la poliomyélite. Pour le chef de file de ces partenaires, la mobilisation des populations s'avère indispensable pour le succès de l'opération. C'est d'inviter toute la population, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, c'est-à-dire donc tous nos parents, de faire venir les enfants pour les faire vacciner. Qu'aucun enfant ne reste sans avoir ces 2 gouttes de vaccin durant cette campagne et durant les campagnes prochaines. Parce que chaque enfant vacciné est un enfant protégé. Nous comptons sur eux et nous espérons que cette campagne sera parmi les dernières grandes campagnes contre la poliomyélite, particulièrement dérivée du virus de type 2 de poliomyélite. La campagne de vaccination contre la poliomyélite se fera dans 2 régions, Savane et Kara. Dans la région des Savanes, ce sont tous les 7 districts sanitaires qui sont concernés. Dans la Kara, ce sont les districts sanitaires de la Kosa, d'Assoli, de l'Abina, de Doufelgou et de la Kiran qui seront touchés. Cette campagne sera menée de façon synchronisée avec le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Ce sera du 6 au 9 février. La campagne commence donc demain, jeudi 6 février. L'Institut d'assurance maladie INAM a rencontré ce matin les femmes de certains marchés de Lomé. Il était question d'échanger avec ces revendeuses sur la nécessité pour elles de souscrire à l'assurance maladie afin qu'elles puissent être efficacement prises en charge en cas de maladie et surtout à moindre coût. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta et Clarisse Atikle. Merci beaucoup, monsieur. Après, à Daolato, à Gbadaronou et Hanoukope, c'est au tour des femmes des marchés de Riranawe, Kakaveli, Agoyasieye et Kégué d'accueillir la délégation de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Elles ont été sensibilisées sur les principes et les avantages de l'assurance maladie. Les fonctionnaires travaillent avec l'INAM. Nous, les femmes qui sommes au marché, on n'a pas bénéficié. Donc aujourd'hui, ils nous ont fait appel et nous ont dit que nous aussi, notre tour est arrivé de participer en groupe. On est content du message
ça nous plaît, nous allons remettre ça à nos sœurs qui sont restées au marché. Après, nous allons nous voir et nous inscrire. À travers cette rencontre d'information et d'échange avec les femmes des marchés de Lomé, l'INAM veut transporter la couverture maladie au cœur des marchés, ce qui jusqu'ici était seulement l'apanage des fonctionnaires de l'État. Notre principe de base, c'est la solidarité, et pour construire la solidarité, il faut échanger avec celui le bénéficiaire, le potentiel bénéficiaire en face, pour que les attentes, les besoins attentes soient convenablement traduits, et pour que nous puissions construire quelque chose de durable. Cette journée d'information a été marquée également par une séance de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle aux femmes. Sur la base du principe de la solidarité, l'INAM veut contribuer à atteindre la couverture santé universelle. Pour mieux accompagner le secteur agricole, le chef de l'État a lancé le mécanisme incitatif de financement agricole en 2018. Et 2 ans après, il est question d'appuyer cet outil sur le plan technique. D'où le lancement à Lomé cette semaine du projet d'appui au MIFA basé sur le partage de risques pro-MIFA. Les explications avec Gérard Lagoudou. L'agriculture togolaise absorbe près de 70% de la population active. Elle représente 40% du produit intérieur brut. Malgré ce poids dans l'économie togolaise, des défis en matière de financement agricole se posent. Pour y remédier, le chef de l'État a lancé le 25 juin 2018 le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, une opportunité de transformation de l'agriculture togolaise pour lutter contre la pauvreté et partant promouvoir l'emploi et le développement durable. Pour le bon fonctionnement du MIFA, cette rencontre est consacrée au lancement du projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques pro-MIFA. Le pro-MIFA a été conçu pour amener donc les financiers à pouvoir financer suffisamment les entreprises agricoles, à faire en sorte que le taux d'intérêt baisse, et à faire aussi en sorte qu'ils aient les appuis conseils et trouver le marché pour écouler leur production. Mais sur 4 filières, au niveau des filières maïs, riz, aviculture et maraîchage. Le ProMIFA est conçu pour une durée de 6 ans et va impacter 50 000 ménages, soit 300 000 bénéficiaires directs. Il s'agit notamment des jeunes et femmes issus des groupes démunis, des exploitations familiales rurales, des organisations professionnelles et des micro-entreprises agricoles. Les activités agricoles dépendent également des aléas climatiques et de beaucoup de facteurs sur le marché. Il y a dans un premier temps une grande campagne d'information, de communication et de sensibilisation à l'endroit du grand public pour informer suffisamment les acteurs, les bénéficiaires sur l'offre de services du ProMIFA et du MIFA. Et c'est alors sur la base de justement cette campagne que les acteurs intéressés s'adresseront aux mécanismes mis en place sur le terrain pour adresser leurs préoccupations et transformer ces préoccupations en financement pour le développement. Le projet est financé par le gouvernement togolais à hauteur de 2,19 milliards de francs CFA, le FIDA 4,33 milliards de francs CFA, le secteur privé 3,64 milliards de francs CFA et les bénéficiaires 1,04 milliards de francs CFA. Un déficit de 9 milliards de francs CFA reste encore à mobiliser. Le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances a appelé les différents acteurs à une meilleure implication pour la réussite de l'axe 2 du plan national de développement PND 2018-2022. Ouverture à Lomé de la réunion de coordination du comité de gestion par satellite, de communication par satellite dans la région Afrique-Océan Indien. Pendant 4 jours, ces fournisseurs des services de la navigation aérienne vont devoir trouver des stratégies pour mieux se communiquer les données de surveillance pour assurer des services qui garantissent la sécurité des vols dans les 16,1 millions de kilomètres carrés d'espace aérien commun. Abie Niazingli nous en parle. Pour améliorer la coordination entre les divers centres de services de la circulation aérienne, on quitte le classique pour une migration du réseau des télécommunications par satellite.
et les fournisseurs des services de navigation aérienne de la région Afrique-Océan Indien AFI sont ici réunis pour trouver des stratégies adéquates pouvant leur permettre de mieux partager leurs données surveillance. L'idée est de disposer d'une coordination automatisée des données et réduire la charge de travail des contrôleurs de la circulation. Ce qu'on appelle les centres de contrôle régionaux. Il y a le centre de contrôle régional d'Accra, il y a l'espace du Bénin et du Togo, il y a l'espace du Nigeria et de Roberts. Nous souhaitons, même au-delà de ces 3-4 entités, il faudrait que les firmes des Canaries soient dedans. C'est très important. J'aime toujours dire qu'ensemble nous serons forts. Quand on est ensemble pour travailler, on sera très fort. Pour faire la navigation par satellite, il y a l'installation au sol et il y a l'installation à bord des avions. Et qu'est-ce qui gagne? C'est nous, c'est les constructeurs d'avions, tous ceux qui sont dans l'aéronautique. Alors là, vraiment, cette réunion elle est capitale. Et nous saluons vraiment cette initiative. Et nous saluons le Loissy qui est là, qui nous accompagne. Nous saluons tous les partenaires qui sont là et qui assistent à ces réunions. De cette réunion de haut niveau sortiront des conclusions et recommandations pour l'amélioration du secteur des transports aériens. L'ambition de ces experts est de réussir le ciel unique pour l'Afrique. Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale porte à la connaissance du public qu'il est ouvert à l'intention des Togolais des deux sexes. Un concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Les dossiers de candidature sont déposés à Lomé au cabinet du ministre et à Kara à la direction régionale du travail et des lois sociales de Kara à partir du lundi 16 mars 2020. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 avril 2020 à 17h. La date de l'écrit est prévue pour le 22 mai 2020. Les autres modalités du concours peuvent être consultées dans le quotidien national Togo Presse ou au lieu de dépôt des dossiers, dépôt des dossiers indiqués donc dans ce communiqué. Et le communiqué est signé du ministre de la fonction publique Gilbert Bawara. Le mouvement des jeunes unis MJU a rencontré les jeunes venus de toutes les régions du Togo. La rencontre a eu lieu à Bafilo et ceci pour la promotion de la paix. Ils ont été édifiés sur les comportements à observer pour une élection apaisée dans notre pays. Le compte rendu avec Augustin Tossi. Le mouvement des jeunes unis à Bafilo pour une sensibilisation sur la paix. À la rencontre avec les jeunes venus de toutes les régions du Togo, ils ont réfléchi ensemble sur les enjeux du scrutin présidentiel du 22 février. Les militants ont été édifiés sur les valeurs qui fondent le vivre ensemble, la tolérance, l'humilité, la solidarité notamment. Nous avons voulu venir à Bafilo pour pouvoir rencontrer toute la jeunesse issue des 5 régions de notre pays. Nous avons partagé avec eux les messages de paix, les messages d'abnégation, de courage, d'implication et d'humilité qui sont prônés par le président de notre grand parti. Nous avons appelé tous nos jeunes militants à faire preuve de responsabilité afin de cultiver toutes les valeurs et de les répandre autour d'eux. Les responsables du mouvement des jeunes unis ont insisté également sur la nécessité de renforcer la sécurité tout au long du processus électoral. Et le Parti pour la démocratie et le renouveau a animé un point de presse du côté de Kara. Et les responsables du PDR ont durant cette conférence réaffirmé donc leur soutien aux candidats du Parti Unir. Le compte rendu avec Nestor Mozo. À l'approche de l'élection présidentielle du 22 février, des alliances se nouent entre les partis politiques. Le Parti pour la démocratie et le renouveau PDR a choisi de s'allier à l'Union pour la République. L'annonce a été faite au cours de cette conférence de presse tenue à Kara. Le PDR n'a pas dégagé un candidat en son sein, mais
nous ne nous sentons pas à l'écart de cet enjeu d'envergure nationale. Et le choix du PDR a été porté sur la personne du président Faure Essozimna Gnassingbé. C'est ce que nous venons de déclarer et que nous donnons consigne à nos militants d'aller dans ce sens. Les dirigeants du PDR entendent organiser des séances d'explication de leur choix dans les différentes localités du pays dans les prochains jours. Avec ses 600 km², le Togo est un pays situé sur la côte ouest africaine. Et ce pays d'environ 6 millions d'habitants a une histoire, un parcours politique à compter et à écrire. Et oui, l'histoire est là, compilée dans un ouvrage dénommé Togo, une démocratie en construction. Et l'ouvrage a été dédicacé hier à l'ONU. Le compte rendu avec Augustin Kossik. Togo, une démocratie en construction, un ouvrage et témoignage, un récit qui fait le lien entre le passé et le présent afin de mieux penser le futur, l'avenir du Togo. Les deux co-auteurs, le journaliste togolais Jean-Paul Agbo Ahoulete et le Camerounais Louis Magloire Kwenayou. Aux premières pages de cet essai, on découvre deux professionnels des médias très friands de l'actualité sociopolitique togolaise. En premier lieu, les enjeux du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Dans un régime présidentiel, l'élection présidentielle, même déjà, c'est un enjeu important. Parce que le président de la République, ce n'est pas un faire-valoir. C'est le personnage central, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne le là. Et toutes les orientations dans le pays, toutes les orientations philosophiques, politiques, économiques, sociales, culturelles, c'est le président de la République. Deuxième enjeu, c'est l'occasion pour le président sortant de présenter son bilan et de le défendre. Troisième enjeu, le rêve de l'alternance, le rêve d'alternance au niveau de l'opposition. Autre enjeu, le Togo fait du chemin. Il faut le dire, il faut reconnaître très honnêtement. Ce livre est une espèce de mélange, je dirais une synthèse de l'actualité et de l'histoire. Le Togo est-il réellement une démocratie? Et quel modèle de démocratie? Difficile à définir par l'ensemble des universitaires, hommes des médias, juristes et politiques ici réunis. Mais les auteurs ont tout tranché. Le Togo est une démocratie naissante, une démocratie en consolidation, et ce, depuis plus de 30 ans. La pente qui est aujourd'hui suivie par le Togo est une pente vertueuse, qui est celle d'une démocratisation, avec une boîte à outils qui fournit quand même suffisamment d'éléments pour bâtir un processus démocratique à la fois inclusif, mais surtout pérenne. La séquence à venir qui est l'élection présidentielle du 22 février, mais aussi les séquences antérieures, notamment ce que nous avons intitulé le temps des réformes, mais aussi les rendez-vous manqués, mais également un retour vers le passé, notamment la période des pères de l'indépendance, la longue période du parti unique, mais aussi la période d'exception. Et puisque cette démocratie n'est pas un produit de consommation courante, les co-auteurs proposent de revenir sur les fondations de ce grand chantier. Dans cet essai de 190 pages paru aux éditions Michel Lafon à Paris, le parcours s'apprécie diversement. Le Togo doit trouver son modèle de démocratie. Et ça fait 30 ans presque que ce processus a commencé. Nous sommes en train d'y arriver et je crois que c'est le message principal de l'ouvrage, où nous voyons des concepts qui nous interrogent en tant qu'universitaires. Ça pourrait être un outil pédagogique pour les jeunes et la jeunesse d'aujourd'hui. Ce n'est pas un état figé, calé, c'est un perpétuel combat. On ne doit pas regresser. Le mérite de cet essai, c'est de retracer l'histoire politique donc, du Togo, l'histoire passée et récente, notre démocratie en route. Comme toute vie, la démocratie au Togo grandit et se construit donc. Jean-Paul, directeur du groupe de presse Focus Info, est également écrivain. À son actif, 2 ouvrages. Louis Magloire est éditorialiste et président du Club de l'information africaine. Il lègue un patrimoine à la postérité. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.